Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette dernière conférence d'un cycle consacré à l'avènement consommé, possible ou probable, d'une société sans auteur, expression désignant sous la forme d'une métaphore en quelque sorte une société qui se caractériserait par un développement sans précédent des technosciences et corrélativement par sa complexité. Pour le dire autrement, une société qui fonctionne ou paraît fonctionner comme un système de plus en plus autonome, qui paraît en ce sens échapper à la maîtrise des hommes et qui pose comme telle la question d'un effacement des responsabilités. Le diagnostic et la question qu'il a suscité sont ainsi exprimés dans des termes qui appellent, à mon sens, quelques précisions préliminaires. Comme Philippe de Waut l'a montré dans son brillant exposé introductif il y a quelques semaines, le système technocentré, si je peux ainsi l'appeler, dont nous observons l'avènement, est en effet un pur produit de l'intelligence et de l'inventivité humaine. De l'esprit innovation qui rend possible l'impossible, pour employer une expression qui lui est chère. Nous serions même passés, pour reprendre son propos, de l'Holocène à l'Anthropocène, caractéristique d'une ère nouvelle où le genre humain dispose ou est en passe de disposer d'un pouvoir technique véritablement concurrent des forces de la nature. Nous disposons, nous a rappelé Philippe de Waut, de la capacité de détruire la planète avec la bombe atomique, depuis un certain temps déjà d'ailleurs, ou, plus lentement, mais plus sûrement peut-être, à travers l'utilisation débridée de techniques déréglant le climat. L'intelligence humaine s'est constituée une concurrente avec l'intelligence artificielle et nous serions bientôt peut-être capables de nous augmenter pour triompher de notre finitude biologique, laquelle a cessé d'être une fatalité pour n'être plus qu'un problème à résoudre selon des anticipations qui ont cessé de relever de la science-fiction. Sauf à considérer l'hypothèse possible certes, mais qui reste quand même quant à elle de l'ordre de l'anticipation, l'hypothèse du robot pensant, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle affranchie de toute dépendance par rapport à l'intelligence humaine, capable de rivaliser avec elle, voire de la servir, le genre humain n'a sans doute jamais été aussi maître de lui-même et de son environnement qu'aujourd'hui. Il n'en a donc jamais été autant responsable qu'aujourd'hui, ce qui débouche sur la question de la nature, morale, éthique, politique et juridique de cette responsabilité et des conditions selon lesquelles elle est susceptible de se manifester, activement et passivement, si j'ose par commodité employer ces expressions empruntées à la langue du droit, mais sans aucunement, à ce stade, restreindre la question à sa seule dimension juridique. Activement, disais-je, dans la mesure où il s'agit d'envisager les moyens par lesquels cette responsabilité peut s'exercer, c'est-à-dire les moyens par lesquels il est envisageable de peser sur les événements le plus directement possible avant qu'il soit trop tard, et donc autrement que sous la forme d'une remédiation ou d'une sanction a posteriori. Passivement, dans la mesure où il s'agit néanmoins de déterminer aussi les conditions selon lesquelles des sanctions peuvent tout de même être attachées à une défaillance dans cet exercice de la responsabilité active. Tout cela dit, sans qu'il faille, je m'empresse de le préciser et j'y insiste, comme Philippe de Waut l'a fait lui-même d'ailleurs, sans qu'il faille, disais-je, considérer que traiter du progrès technologique sous l'angle des responsabilités qui doivent l'accompagner postulerait un jugement de valeur négatif ou péjoratif. Après tout, il faut que cela soit dit dans le climat de morosité et de désenchantement caractéristique de l'époque, le progrès technique, dans les sociétés dans lesquelles il a pris sa source et s'est développé, a élevé le niveau de vie moyen des populations à un degré inégalé, et ces sociétés sont aussi, pour la plupart, des sociétés où le principe de la libre entreprise, l'économie de marché, la liberté d'expression, la libre pensée, la liberté de culte, ainsi que plus généralement le principe libéral de la démocratie représentative ont triomphé. Que notre système ne soit pas parfait, les autres le sont-ils, est un fait attesté par les accidents de l'histoire, comme la crise financière de 2008 en atteste, et par les risques réels et parfois majeurs que Philippe de Waut a décrits, mais l'observation en justifie la modération et non pas la condamnation.
l'appel à la responsabilité procède de cette démarche. Je n'ai pas entendu dans les exposés de mes prédécesseurs à cette tribune un propos réellement différent, même si des différences d'accent se sont fait entendre sur l'un ou l'autre point. J'en ai retenu au contraire plusieurs propositions que j'évoquerai au fil de mon exposé, dans la mesure où elles intéressent les dimensions proprement juridiques et par nature plus austères de la problématique sur lesquelles je vais malheureusement devoir centrer ma présentation. Et je commence par deux observations générales ou préliminaires. La première est que chez les juristes aussi, le sujet des nouvelles technologies est à la mode. Il est à la mode partout d'ailleurs. C'est même devenu un sujet populaire, si j'ose dire, dont on ne traite pas seulement dans les académies ou les universités, mais aussi dans les médias, représentant une sorte d'inconscient collectif de l'époque. Ma femme, à qui il arrive de lire autre chose que de la poésie chinoise, m'a mis dimanche matin, alors que je préparais consciencieusement la présentation que je suis en train de vous faire, m'a mis dimanche matin sous les yeux, j'ose le dire, elle n'est pas là, un magazine de mode, dont l'article de fond était intitulé « Nos vies sont gouvernées par les algorithmes ». Daniel Cardon est l'un des rares pionniers français de la recherche sur la révolution numérique. Après s'être enthousiasmé sur la démocratie par Internet, il en appelle à nos intelligences pour faire en sorte de ne pas laisser totalement nos vies aux mains de bien mystérieuses opérations mathématiques. Et pour poursuivre, voyant combien le travail était laborieux, elle m'a mis sous les yeux le Figaro Madame, qui titrait « Big Data plus loi du désir, algorithme mon amour ». Après avoir infiltré la finance, ces techniques de calcul pénètrent notre quotidien comme nos cœurs. Pour quel avenir? Point d'interrogation. Et les humoristes se sont emparés du sujet. Le Monde, selon Wunsch, nous révèle deux robots en train de discuter de leurs horoscopes respectifs. Chez les juristes, le sujet est à la mode. Non plus au titre de la protection des inventions et de la propriété intellectuelle, question réglée il y a plus d'un siècle sur la base d'un appareil normatif adaptable aux évolutions et aux révolutions technologiques, mais au titre d'interrogations qui concernent le statut même du droit dans les sociétés technologiquement avancées, ses sources et certains de ses principes ou concepts fondamentaux en matière de responsabilité notamment. J'en traiterai dans un instant plus particulièrement sous l'angle des trois aspects de la problématique que je viens d'esquisser, qui me paraissent les plus emblématiques des interrogations d'aujourd'hui, d'ailleurs relevées plus ou moins directement par les conférenciers qui m'ont précédé, même si leurs interventions étaient davantage centrées sur la philosophie morale, la sociologie, l'économie ou la technologie à l'état pur. Ces trois aspects que j'identifie sous la forme de trois grandes questions sont les suivants. Premièrement, un renouvellement des sources du droit est-il nécessaire pour saisir adéquatement, d'un point de vue juridique, le risque lié au développement des technologies à l'époque contemporaine? Je dis d'un point de vue juridique, c'est-à-dire en fonction de règles ou de normes qui ne relèveront pas seulement de la morale ou de l'éthique, notamment en ce qui concerne les sanctions que leur méconnaissance est susceptible d'entraîner. Première question, fondamentale, on le voit, non seulement en raison de ses impacts possibles en pratique, mais aussi parce qu'elle implique une remise en cause de l'identité même du droit, une crise d'identité en quelque sorte. Deuxième question, sommes-nous avec l'informatique, la digitalisation, la révolution numérique, big data pour le dire d'un mot, en présence d'un phénomène susceptible d'entraîner une réelle mutation dans la conception et l'application de la norme juridique. Pour prendre d'emblée un exemple parmi de multiples autres sur lesquels je reviendrai, mais qui vous permettra de saisir d'emblée la portée de la question, le fait qu'un logiciel puisse être installé dans une automobile dont l'acquisition a été financée par un crédit, qui immobilisera automatiquement le véhicule en cas de défaut de remboursement de l'une des échéances, représente-t-il quelque chose de neuf du point de vue juridique et quelles sont les implications de cette éventuelle innovation? Troisième question, les principes traditionnels qui inspirent le régime de la responsabilité civile dans les systèmes juridiques auxquels le nôtre est apparenté sont-ils eux aussi remis en cause par la complexité de la société ou du système,
que l'effarant développement des technologies a engendré, pour reprendre ici le qualificatif employé par Jean-Pierre Ansen dans sa présentation de ce cycle de conférences. Pour vous permettre aussi de saisir d'emblée la portée de la question, je parle ici de responsabilité civile, c'est-à-dire d'un système de règles définissant les conditions selon lesquelles la réparation d'un dommage peut être mise à charge de quelqu'un qui en sera ainsi tenu pour responsable d'un point de vue juridique. Ceux d'entre vous qui ont assisté à la brillante conférence d'Alain Hérali, sur laquelle je reviendrai aussi, auront immédiatement perçu que la question ainsi posée, d'un point de vue juridique, rend un son très différent de celui que rend la question de la responsabilité posée dans les termes de la philosophie morale ou de l'éthique. Voilà pour la première observation générale à propos d'un sujet à la mode, chez les juristes aussi, comme je le disais il y a un instant. Ma deuxième observation générale concerne le caractère fonctionnel, ancillaire, diront certains, du droit positif envisagé comme un instrument de réalisation du système. J'ai fait cette observation à l'occasion du premier cycle de conférences organisé l'an passé par Jean-Pierre Ansen sur la question « L'économie de marché est-elle juste ?», en identifiant la double fonction du droit, que nous qualifions dans notre jargon de « positif », pour désigner les règles telles qu'elles sont édictées par le système à une époque et à un endroit déterminé. La première fonction du droit, c'est d'assurer précisément l'efficacité du système. Le contrat joue ce rôle pour ce qui concerne l'économie de marché. Pour le juriste, le respect de la parole donnée, qui se traduit techniquement dans la force obligatoire du contrat, n'est pas un effet que l'on attache au contrat au nom de considérations qui relèveraient de la morale, individuelle ou sociale. C'est un instrument qui assure la sécurité des échanges comme impératif catégorique de l'économie de marché. La concordance de cette finalité technique, en quelque sorte, avec un principe d'ordre moral, en l'occurrence le respect de la parole donnée, n'est en somme qu'une coïncidence vertueuse. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de critique philosophique, morale ou politique possible du droit positif. Cette critique est même certainement et à tout moment nécessaire dans une société ouverte et affranchie. Popper et Hayek, auxquels Hugues Bersini a fait ici même référence il y a 3 semaines, ont écrit là-dessus des pages décisives, mais cette critique sera nécessairement extérieure au droit positif. Elle procédera de critères qui lui sont exogènes, en quoi droit et justice, avais-je conclu, forment un couple inséparable qui s'accommode de l'infidélité dans une dynamique de reconquête en perpétuel mouvement. La deuxième fonction du droit, plus proche peut-être de l'idée de justice que le sens commun s'en fait, est de modérer ou de tempérer les excès ou les débordements du système. Le principe général de la bonne foi, la théorie de l'abus de droit, la répression civile de la fraude, la multiplication des dispositifs légaux ou réglementaires qui tentent à protéger la partie présumée la plus faible dans une relation contractuelle, illustrent cette deuxième fonction du droit positif. Fonction qui paraît évidemment plus directement en prise avec des considérations relevant de la morale ou de l'éthique, mais qui pourtant, elles aussi, ne sont en résonance avec celle-ci que par coïncidence. Ce pourquoi ces mécanismes correcteurs sont faits, c'est avant tout en effet la pérennité du système lui-même, dont il s'agit d'éviter qu'elle soit mise en péril par une révolte de la rue, lorsque les excès lui deviennent insupportables. Il s'agit, avais-je dit, en prenant pour exemple le monde de la finance souvent pointé du doigt dans le prolongement de la crise financière, de maintenir Wall Street et Main Street dans un rapport dialogique, rien de moins, rien de plus. Des considérations semblables sous-tendront la suite de mon propos ce soir. Et pour anticiper quelque peu sur le troisième thème que je vous ai annoncé, le statut de la responsabilité dans une société complexe, je dirais qu'au contraire, ou à tout le moins à la différence de la responsabilité morale dont Alain Hérali s'est attaché à nous décrire les paradoxes contemporains, la responsabilité civile envisagée d'un point de vue juridique ne remplit, le cas échéant, une fonction morale que par coïncidence. La grande loi de sociabilité humaine, que les juristes français du XIXe siècle ont aperçue dans le principe de la responsabilité civile exprimé dans les termes de l'article 1382 du Code civil, il en sera question tout à l'heure,
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un vieux souvenir de la faculté de droit. Ce principe, disais-je, tend à la promotion d'un standard d'attention normale aux intérêts légitimes d'autrui, destiné à assurer un certain degré de confiance dans les relations sociales, bien davantage qu'à l'établissement juridique d'une obligation morale. La multiplication, concomitante au développement de la société industrielle, des cas de responsabilité objective, c'est-à-dire d'une responsabilité sans faute, exempte comme telle de toute idée morale de culpabilité individuelle, confirme en droit la dimension économique de la responsabilité civile, reproduisant dans le domaine des relations non contractuelles un schéma correspondant au fondement ultime du droit des contrats. Ici aussi, il s'agit plutôt de normalisation que de moralisation du droit. Je reviens ainsi au premier thème que je vous ai annoncé, celui des sources du droit positif dans la société numérisée et de la question d'un renouvellement nécessaire de ces sources. La question a été évoquée déjà, en termes excellents, par Philippe de Waut et par Hugues Bertini. Elle est inhérente au phénomène de mondialisation de l'économie, et je dirais volontiers, sous le couvert de ce qui pourrait être un paradoxe, que ce phénomène qui remonte à bien plus loin dans l'histoire, on en parle au moins depuis Christophe Colomb, s'est véritablement inscrit dans les choses avec la dématérialisation des échanges de toute nature entraînés par la digitalisation, l'informatique et la numérisation. Nous sommes, l'observer est devenu un lieu commun, en présence d'une situation qui échappe à l'appréhension des États-nations et aux droits étatiques. Immatériellement, Internet et toutes les ressources qu'il comporte ont engendré la constitution de communautés transnationales, diffuses et véritablement délocalisées, sauf dans le cloud, ultime et globale, qui a cessé d'être une vue de l'esprit, la totalité des pensées qui traversent à tout moment la totalité des cerveaux humains, pouvant quant à elle être perçue comme une première représentation physique de l'âme humaine, notion jusqu'ici confinée dans l'ordre du religieux et de la métaphysique qui en est un avatar. Mais je m'égare peut-être un peu. Et pour revenir au sujet, le diagnostic est que, dans une certaine mesure au moins, les droits étatiques, dont la territorialité est une caractéristique essentielle, paraissent dépassés et impuissants face à cette réalité nouvelle et insaisissable. Il en est de même du droit international traditionnel, qui, lorsqu'on ramène les choses à l'essentiel, n'est rien d'autre qu'une convention, au sens le plus large, entre des États qui acceptent ces règles du jeu. Je dis dans une certaine mesure au moins, c'est-à-dire dans une certaine mesure seulement, car il faut se garder de conclusions excessives à cet égard aussi. La péremption du modèle traditionnel de régulation est loin d'être totale. La concertation entre les États dont procède le droit international reste un instrument incontestablement utile et qu'il faut maintenir et développer, même si l'efficacité est relative et n'est pas visible à l'œil nu, de plus en plus d'ailleurs par les temps qui courent, par les temps troublés que nous traversons. Philippe de Waut nous l'a rappelé, en proposant l'association d'avis d'experts indépendants à la détermination des axes de l'action internationale. Dans une conception classique des choses, le reste ne serait que du ressort de la morale sociale, de la culture ou de l'éducation. Mais il y a aussi une troisième voie, le tiers inclus, sur lequel Benoît Friedman, notre collègue de la classe technologie et société, a attiré plus généralement l'attention. Cette troisième voie, c'est celle de l'autorégulation, parfois discréditée sous l'appellation dévalorisante de soft law, un droit doux, c'est-à-dire un faux droit, parce que démuni de la légitimité politique et des sanctions du droit pur ou du vrai droit, celui que la loi énonce. Pour prendre un exemple très connu, dans notre ordre juridique en particulier, le monde des sociétés cotées a commencé à se rendre compte au début des années 90 qu'il aurait avantage à prendre lui-même l'initiative d'une régulation dans le domaine de la gouvernance, de manière à donner un signal positif au marché financier. Des codes dits de corporate governance sont ainsi apparus un peu partout dans le monde. Il en existe aujourd'hui des milliers. Il ne s'agit pas de code au sens légal du terme, mais de l'expression écrite de ce qui est considéré par le milieu comme de bonnes pratiques,
que l'on invite à suivre, que l'on est invité à suivre, sauf à s'en expliquer, conformément à un principe qui transcende tous les autres, comply or explain. Applique ou explique pour quelle bonne raison tu n'appliques pas. Un avant-goût, en quelque sorte, de l'ordre réputationnel dont Hugues Bersini nous a parlé il y a quelques semaines. Hugues Bersini, précisément, qui, de son côté, dans une tentative de réinvention de la sociologie par l'informatique, nous a présenté une vision de cette troisième voie, du tiers inclus, non plus comme une alternative envisagée du seul point de vue juridique de la théorie classique des sources formelles du droit, mais comme le produit, je reprends ces termes, d'une évolution tendancielle en matière de gouvernance sociale. Selon cette présentation des choses, inspirée de l'informatique et de la robotique, il existerait deux manières d'ordonner le fonctionnement des agents d'un système complexe, si j'ai bien compris. La manière forte, si j'ose dire, qui consiste à organiser un contrôle ingéniorisé, c'est-à-dire centralisé, des différentes composantes du système, de manière à faire rayonner à partir du centre un flux d'impulsions ou d'informations ordonnantes, je parle sous ton contrôle Hugues, et d'autre part un modèle de contrôle distribué ou décentralisé qui consiste à laisser les composantes du système ajuster leur comportement pour aboutir au tout désiré, chaque partie du système étant programmée pour ne pas se comporter de telle sorte qu'elle se détruirait. Ceux qui ont assisté à la magnifique conférence d'Hugues Bersini se souviennent sans doute du vol d'un collectif d'oiseaux dessinant dans le ciel des arabesques qui ne devaient leur fluidité qu'à une coordination spontanée des comportements de chacun, et du vol dans un endroit clos d'un collectif de drones programmés pour éviter la collision. L'autorégulation en matière de gouvernance sociale ne serait pas autre chose que la transposition de ce modèle de régulation spontanée. Une société sans ingénieur social, c'est-à-dire sans auteur, serait ainsi réalisée et légitimée par une comparaison avec le traitement cybernétique des systèmes complexes. On peut certainement discuter de la valeur réellement explicative de la comparaison, et le juriste en discutera. S'il était véritablement possible de justifier l'autorégulation par la voie d'un calcul du type de celui qui explique la coordination décentralisée des drones, on serait d'une certaine façon en présence d'une nouvelle variété de droits naturels, mais j'ai des doutes. Par contre, Hugues Bersini ajoute à la réflexion deux autres commentaires qui sont susceptibles de présenter du point de vue juridique un intérêt beaucoup plus considérable. Le premier, c'est qu'il existerait un stade intermédiaire dans le passage de la loi comme expression d'un contrôle centralisé à l'autorégulation. Ce stade intermédiaire consisterait dans une sorte de gouvernance par les algorithmes et par le calcul, et Hugues Bersini ajoute que sur une échelle décroissante de liberté, la gouvernance centralisée occuperait la dernière place, l'autorégulation la première, la gouvernance algorithmique occupant la deuxième. Cette présentation des choses appelle de ma part plusieurs observations. D'abord, la gouvernance algorithmique est une notion polysémique. J'en dénombre au moins 4 sens. Dans un cours donné au Collège de France de 2012 à 2014, le professeur français Alain Supiot a étudié ce qu'il a appelé la gouvernance par les nombres, dont le rêve remonte à l'Antiquité et à la foi pythagoricienne, en une correspondance de l'ordre du monde avec les lois de l'arithmétique, correspondance qu'il s'agirait simplement de transposer au gouvernement des sociétés humaines. Ceci est une expression philosophique, voire métaphysique, de la gouvernance par les nombres. On parlera aussi de gouvernance par les nombres à propos des systèmes qui légitiment la détermination des comportements sociaux par un calcul d'utilité. Le droit des contrats, dont je parlais tout à l'heure, comme d'un mode de réalisation de l'économie de marché, en offre une première illustration. Et cette méthode de gouvernance pénètre dans la sphère publique, par exemple lorsqu'on assigne aux politiques publiques le respect d'un taux d'inflation garanti par ailleurs par une institution autonome, apolitique, telle que par exemple la Banque centrale européenne. Il y a aussi de la gouvernance par le calcul ou par les nombres lorsque, pour la détermination d'une condition d'application d'une règle, on substitue un chiffre à un fait, pour reprendre une expression employée par Alain Herali. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres,
en droit des OPA, des offres publiques d'acquisition, on a substitué en 2007, par transposition du droit européen, une méthode de seuil établie sous la forme d'un pourcentage de participation dans le capital d'une société au test du contrôle pour déterminer si et quand une OPA obligatoire doit être lancée. Alors qu'il fallait auparavant vérifier en fait si celui à qui le lancement d'une OPA serait le cas échéant imposé avait acquis le contrôle de la société cible, il faut maintenant, mais il suffit, qu'un seuil de 30% soit franchi. On sacrifie ainsi à la réalité la recherche d'une certaine sécurité à la faveur d'un critère arithmétique garant d'un certain automatisme dans l'application de la règle. Conséquence, celui qui acquiert le contrôle en détenant 30% moins un titre ne sera pas tenu de lancer une OPA sur les intérêts minoritaires. Autre exemple du même type, et non des moindres, la supervision prudentielle du secteur bancaire repose en grande partie sur un entassement de qualifications fermées et de critères arithmétiques, d'application automatique, permettant des stress tests en temps réel. Ce type de régulation, issu en Europe des fameuses règles de Bâle, est sans doute en pratique inévitable, mais on doit bien constater qu'elle n'a pas évité la crise de 2008. L'évitera-t-elle dans sa nouvelle version qui y fait suite? On verra. La gouvernance algorithmique ou numérique peut aussi se traduire, autrement encore, par la mise en œuvre de procédures ou de processus automatisant l'application des normes ou l'exécution des contrats. L'exécution de l'automobile physiquement stoppée par un défaut de paiement illustre cette autre acception. J'y reviendrai plus longuement tout à l'heure en me référant à la notion de droit dans les choses, remarquablement mise en lumière par Grégory Lefkovitch dans une récente conférence présentée au Centre Perelman de philosophie du droit. C'était ma première observation. Deuxième observation, à propos de la thèse développée par Hugues Bersini, et sois sûr que si je la discute, c'est qu'elle m'a paru magnifique, il me paraît curieux de placer la méthode numérique ou algorithmique au niveau 2 sur l'échelle décroissante de la marge de liberté que la gouvernance sociale peut préserver. Comme je viens de le montrer, la gouvernance, la régulation et la réglementation algorithmique ou numérique tendent à la mise en place d'automatismes qui réduisent à peu de choses, sinon à rien, la liberté des protagonistes. Dans l'hypothèse où la norme dépend de l'application d'un critère purement arithmétique, ce ne sont pas seulement les faits qui sont sacrifiés aux chiffres. Ceux qui ont assisté à la conférence d'Alain Hérali se souviendront à cet égard de l'anecdote rapportée par lui dans un autre contexte. C'est simultanément et plus fondamentalement toute possibilité de discussion ou d'interprétation de la règle ou de la situation qui est exclue. Du point de vue de la théorie du droit, la réglementation ou la régulation par les nombres signe ainsi la péremption du modèle herméneutique, comme l'a observé Grégory Lefkovitch dans la brillante démonstration que j'ai signalée il y a un instant. On franchit même un pas de plus, et l'on peut se demander si l'on ne pénètre pas véritablement dans un nouveau monde, lorsque la sanction attachée à la violation de la norme, légale ou contractuelle, s'applique dans la chose elle-même, automatiquement, ou lorsqu'en exécution d'un contrat intelligent, un smart contract, l'exécution d'une obligation est déclenchée algorithmiquement dans le système informatique ou numérique où la relation contractuelle est localisée. J'y reviendrai tout à l'heure. Grégory Lefkovitch a dénombré plusieurs illustrations de cette situation qui sont autant de développement de ce que l'on désigne dans la littérature contemporaine qui s'intéresse à la question comme une forme d'ambient law. Outre l'automobile autostoppée, on pense par exemple à l'exécution automatique d'un paiement contre livraison attesté par un signal déclenché par le colis arrivé à bon port, à la prime d'assurance vie qui augmentera ou diminuera automatiquement selon un signal donné par un bracelet Fitbit contrôlant la qualité de votre alimentation ou le nombre de pas que vous aurez fait dans la journée. Ou encore au transfert automatique de la propriété d'un actif gagé sur la base d'une défaillance signalée par et dans le système. Je discuterai tout à l'heure la question de savoir si le smart law, le droit intelligent, comme on l'appelle, dans les acceptions que je viens d'évoquer, peut être considéré comme un droit d'une nouvelle nature. Mais il me semble que l'on peut en tout cas constater à ce stade de l'observation qu'il ne crée pas plus d'espace de liberté
que la loi traditionnelle, assimilée pour les besoins de la démonstration à une norme imposée par une sorte de raison d'état supérieur. Ma troisième observation concernant l'échelle de liberté qu'Hugues Bersini nous a proposée avec un exceptionnel brio a trait précisément à la loi, ainsi présentée comme une expression de la raison d'État, attentatoire par nature en quelque sorte à la liberté. J'avoue à cet égard une certaine perplexité qui s'alimente à deux raisons principales. La première tient au fait que la loi, ou plus généralement le droit étatique dont elle constitue la représentation emblématique, ne peut être considérée comme attentatoire à la liberté individuelle qu'en raison de son contenu. Et pour aller droit au but, j'aurais peine à suivre une thèse qui verrait ou prétendrait voir un système attentatoire aux libertés dans un système qui place au rang de ses principes fondamentaux le principe de la liberté contractuelle, celui de l'autonomie de la volonté en droit des contrats, ou le principe qui conditionne la responsabilité civile à la démonstration d'une faute dans le chef de celui qui aura à en supporter la charge. La deuxième raison de ma perplexité paraîtra peut-être plus formelle, mais elle n'en est pas moins fondamentale. Sans qu'il soit nécessaire de solliciter le mythe du contrat social ou de la volonté générale, la loi n'est pas moins le produit de ceux auxquels elle s'appliquera que l'autorégulation, qui n'est à son tour pas moins illégitime que la loi, en tant que cette dernière est le produit des mécanismes de la démocratie représentative. Par des voies différentes, il s'agit dans les deux cas de faire prévaloir les vues du plus grand nombre, par où l'on rejoint quand même, quoique d'une autre façon, la gouvernance par les nombres. Et je dirais même que, quoique partisans de l'élévation de l'autorégulation au niveau du droit positif, les mécanismes de la démocratie représentative, s'ils ne sont certes pas idéaux et parfaits, présentent plus de garanties de transparence et d'indépendance que l'autorégulation, qui n'est pas nécessairement toujours à l'abri de certains mécanismes d'allégeance. En d'autres termes, même dans les sociétés complexes, où une certaine dose de démocratie directe est rendue possible par les moyens de communication ouverts par Internet et par la culture du réseau dont il a favorisé l'expansion, je plaiderai pour ma part pour une renaissance du politique dans la grande tradition du libéralisme constitutionnel. Il me semble finalement que la conclusion de Philippe de Waut n'allait pas dans un sens très différent. Hugues Bersini a lui-même nuancé son propos final en nous indiquant que la gouvernance décentralisée serait sans doute impuissante à tout résoudre et susciterait d'elle-même une revitalisation du politique. Au moins, le mouvement viendrait-il d'en bas. Comme je l'ai indiqué aussi, Hugues Bersini a complété son plaidoyer en faveur d'une gouvernance décentralisée, donc en faveur de l'autorégulation, ou pour répartir de l'expression que je viens d'employer, en faveur d'une gouvernance par le bas, par une référence à ce qu'il a appelé la tragédie des communs. La tragédie des communs, c'est, j'espère ne pas trahir sa pensée, sa définition, c'est en résumé la dilapidation du bien commun par certains qui s'en approprient, de droit ou de fait, la maîtrise. Hugues Bersini y voit une transposition collective du dilemme du prisonnier, mise en œuvre dans la théorie des jeux, ou, pour les dire dans des termes plus simples pour un juriste, une espèce de déloyauté des agents d'un système à l'égard des règles du jeu, dans le but d'une maximisation de leur intérêt privé, du moins le croit-il, au détriment de l'intérêt collectif ou général. Cette tragédie des communs, dont Philippe de Waut nous a parlé lui aussi dans d'autres termes, serait pour Hugues Bersini mieux traitée par les moyens d'une gouvernance décentralisée que par la voie traditionnelle de la loi. Et les moyens de cette gouvernance décentralisée ou spontanée seraient à cet égard de trois ordres. Premièrement, un renforcement du lien et des solidarités sociales par une interaction plus naturelle entre individus, génératrice de solidarité communautaire plus active. Deuxièmement, un système de sanctions fondé sur un principe qualifié de réciprocité directe entre agents insatisfaits du comportement de l'autre avec lequel ils interagissent dans une relation déterminée. Pour le dire très simplement, je ne traiterai plus avec toi parce que tu t'es mal comporté vis-à-vis de moi. L'équivalent, en quelque sorte, pour les juristes, de l'exception d'inexécution dans le droit classique des contrats, mais transposé à l'échelle du contrat social. Troisièmement, et c'est l'aspect qui me paraît le plus problématique et le plus intéressant, la mise en œuvre d'un principe dit de réciprocité indirecte, caractérisé par une sanction spontanée de type réputationnel. Je peux exclure du jeu quelqu'un qui s'est mal comporté avec moi, ou, plus exactement,
et vous verrez que la nuance est très importante, quelqu'un dont j'estime qu'il s'est mal comporté avec moi en dénonçant son comportement sur les réseaux sociaux. Ce troisième type de sanction est évidemment problématique puisqu'il exclut toute objectivation par un tiers et, du même coup, tout exercice possible et sérieux des droits de la défense. Ce que dit le groupe à mon propos est en définitive tenu pour vrai, selon une nouvelle forme de la loi de la majorité qui impose ses vues par sa propre force. Il y a là, me semble-t-il, un danger considérable pour l'exercice des libertés, et puisque cette troisième sanction est légitimée comme un moyen efficace de résoudre ou à tout le moins d'enrayer la tragédie des communs, je vais l'attester à partir de l'exemple de la fraude fiscale opposée au choix de la voie la moins imposée. Le thème, je le reconnais, est un peu provocateur, mais c'est délibérément que je l'ai sélectionné. La fraude fiscale, c'est la fraude, c'est-à-dire une véritable dissimulation de la réalité au détriment de la collecte de l'impôt, et donc au détriment de l'intérêt général, dans un système où l'impôt a cessé d'être seulement un mode de financement des dépenses de guerre ou du train de vie du prince. Un système où l'impôt est devenu une source de financement des besoins collectifs, voire l'instrument d'une redistribution des richesses, en tout cas l'expression d'une prévalence de l'intérêt commun sur l'intérêt individuel. Le choix licite de la voie la moins imposée, c'est tout autre chose, que la Cour de cassation de Belgique a défini dans des termes d'une remarquable subtilité, je cite, « Il n'y a ni simulation prohibée, ni partant fraude fiscale, lorsqu'en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale. » Tout y est. Le classicisme du style et, quant au fond, l'équilibre. Ce qu'il faut censurer, c'est la fraude, qui suppose dissimulation, mais tout n'est pas fraude, et l'ingénierie juridique, en l'occurrence fiscale, qui n'est qu'une forme d'exercice de la liberté, reste permise. Il n'est pas sûr que cette formule résisterait dans un système de gouvernance ou de régulation sociale spontanée, appliquant un principe de réciprocité indirecte, et ce n'est sans doute pas un hasard si la question s'est reposée récemment dans un environnement culturel alourdi par la crise de 2008, qualifié par une certaine radicalisation de la réflexion concernant l'éthique de la gouvernance. Sens commun et liberté d'ingénierie juridique sont ici opposés. Parfois, ce n'est pas à Wall Street, mais à Law Street que Main Street s'oppose. Le deuxième grand thème de réflexion que j'ai annoncé en introduction n'est pas, lui non plus, étranger à la question de la liberté dans les sociétés complexes. Les technosciences ne permettraient-elles pas de faire plus radicalement l'économie de la question de la détermination des moyens de la gouvernance des hommes par les hommes, en transférant aux choses cette gouvernance et plus généralement la régulation des comportements sociaux? De la technologie ou des technosciences, on passerait ainsi à une sorte de technodroit, le terme technolaw ayant déjà reçu droit de cité dans la littérature juridique anglo-américaine. Mais le phénomène n'est pas ignoré des juristes continentaux. Dans notre pays, comme je le signalais tout à l'heure, le Centre Perelman de philosophie du droit y consacre pour l'instant un cycle de conférences qui a été introduit par une brillante présentation de Grégory Lefkovitch, accessible sur le site du Centre et à laquelle je me suis référé pour préparer cette partie de mon exposé. Sur le plan du diagnostic, on peut observer deux types ou deux ordres de technolaw ou de technodroit. Le premier n'est pas celui qui suscite le plus de préoccupations sur le plan des principes, même si son impact pratique est considérable. On y parle de blockchain technology, de trust-free movement pour désigner une infrastructure informatique de certification ou de garantie d'authenticité faisant appel à la cryptographie. En un mot, et pour prendre un exemple simple et emblématique, plus besoin d'intermédiaires financiers pour garantir la sécurité des virements monétaires. Le virement peut se faire peer-to-peer dans un système de blocs cryptographiés. Vous aurez reconnu le fameux Bitcoin, l'exemple type de blockchain technology, à partir duquel, généralisant le propos,
Bruno Coleman a récemment prédit la disparition de tous les métiers de la certification ou de l'authentification, en particulier le métier de notaire. La deuxième variété de technodroit suscite plus d'interrogations chez le juriste. Je l'ai évoqué tout à l'heure à partir de l'exemple de l'automobile autostoppée par défaut de remboursement d'un crédit, et cette technique d'application automatisée du droit dans les choses elles-mêmes, pour reprendre le titre de la conférence de Grégory Lefkovitch, se retrouve aussi, comme je l'ai signalé, dans l'exécution automatique des smart contracts, des contrats intelligents. Je crois qu'il faut envisager le phénomène avec mesure, en ce sens que s'il peut effectivement susciter certaines interrogations ou préoccupations quant à sa compatibilité avec un régime juridique qui place la liberté de l'individu et la responsabilité individuelle au rang de ses principes fondateurs, j'y reviendrai dans un instant, le technodroit s'inscrit par ailleurs dans la continuité d'un mouvement plus ancien qui vise à l'efficience, à l'effectivité ou à l'efficacité des institutions au sens le plus large, dont il s'agit d'assurer qu'elles atteignent leur fin, le droit comme instrument de réalisation d'un système. En ce sens, la voiture autostoppée à la suite d'un défaut de paiement, ou encore le paiement déclenché automatiquement par la marchandise arrivée à bon port, qui ne sont évidemment que des exemples simples, s'inscrivent en droit des obligations et en droit des contrats dans la continuité de certaines évolutions qui ont en général été bien accueillies par les praticiens du droit et par les théoriciens du droit, et qui avaient aussi pour but de donner à la force obligatoire des contrats l'efficience maximale comme un aspect de la sécurité des échanges propice à stimuler le dynamisme en matière économique. Je vous en donne quelques exemples. On n'a pas attendu l'apparition du technodroit pour voir se développer dans de nombreux secteurs d'activité la pratique des contrats standardisés. Tantôt, la standardisation intervient dans les relations entre un professionnel et ses clients. Exemple extrêmement traditionnel, les conditions générales qui accompagnent les contrats d'assurance ou les contrats de crédit. Tantôt, la standardisation intervient entre professionnels. Exemple tout aussi traditionnel, les incoterms en matière de vente internationale de marchandises ou les règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire irrévocable. Bien sûr, les contrats standardisés ne sont pas encore des contrats intelligents et leur exécution dépend encore de la volonté ou de l'impulsion des parties ou, en cas de conflit, de la décision d'un juge ou d'un arbitre, mais on est en tout cas sur la voie de l'automatisation au stade de la négociation et de la conclusion du contrat. Deuxième exemple, la technique de l'abstraction. Je vais être un peu plus technique pendant 10 minutes. La technique de l'abstraction qui vise à détacher un contrat ou plus généralement un engagement par déclaration unilatérale de volonté de sa cause, de manière à éviter que l'exécution des obligations en découlant puisse être paralysée par des exceptions déduites de la cause du contrat ou de l'engagement en question. Exemple, le banquier qui émet une garantie en acceptant de l'assortir d'un caractère autonome et indépendant s'interdit d'opposer le moment venu au bénéficiaire de la garantie non seulement des exceptions qu'il pourrait déduire de ses relations avec le débiteur de l'obligation garantie, mais aussi toute exception ayant trait à l'obligation garantie elle-même, la garantie indépendante se distinguant par là du simple cautionnement. Dans le domaine du commerce international, le banquier appériteur d'un crédit documentaire irrévocable s'oblige inconditionnellement à payer le prix de la marchandise sur la seule présentation des documents convenus, sans pouvoir opposer à l'exportateur, bénéficiaire de la garantie, des exceptions déduites de ses relations avec l'importateur ou des exceptions déduites des relations entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la garantie, par exemple des exceptions tenant à la non-conformité des marchandises expédiées. Dans tous ces cas, et il en existe de nombreux autres, en matière cambiaire en particulier, je pense à l'exemple de la lettre de change, dans tous ces cas, le droit positif reconnaît qu'il s'agit d'automatiser, certes encore d'un point de vue juridique, l'exécution de ces obligations par le débiteur en le privant d'un droit de discussion qu'il pourrait, à défaut de pareille abstraction, exercer. La seule différence, c'est que l'abstraction n'est pas réifiée encore, comme elle peut l'être par les voies du technodroit, en ce sens que si, faisant fi du caractère abstrait de l'engagement qu'il a contracté, le débiteur refuse de s'exécuter, une action judiciaire sera quand même nécessaire pour trancher la contestation. Autre exemple qui permet de prendre autrement encore, mais avec la modération requise, la mesure de l'innovation du technodroit, envisagée comme une technique d'automatisation,
l'évolution du mécanisme de la résolution judiciaire des contrats synalagmatiques, c'est-à-dire une variété de contrats impliquant dans le chef de chaque partie des obligations qui se trouvent dans une relation d'interdépendance réciproque avec les autres, les obligations de chacune étant la cause des obligations de l'autre, en sorte qu'elles doivent s'exécuter trait pour trait. Traditionnellement, en cas d'inexécution de ces obligations par une des parties à un tel contrat, une vente, un contrat d'entreprise, un contrat de service par exemple, l'autre partie peut en poursuivre l'exécution forcée ou, et c'est là l'une des originalités de ce genre de contrat, demander au juge d'y mettre fin avec restitution des prestations déjà accomplies le cas échéant. Depuis quelque temps toutefois, dans un souci d'accélération du processus, il est admis que la partie qui subit l'inexécution du contrat puisse procéder à la résiliation unilatérale de celui-ci, à charge pour l'autre de contester la résiliation a posteriori. Autre exemple, le développement de la technique du référé-provision, qui permet aux créanciers d'une obligation d'en obtenir l'exécution provisoire devant le juge des référés sans devoir attendre pendant plusieurs années ou plusieurs mois au moins une décision au fond. Le référé-provision suppose la démonstration de l'urgence, mais celle-ci peut simplement résulter de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de sorte que son exécution s'apparente à une voie de fait. Technique d'accélération du processus d'exécution forcée du contrat, comme le technodroit, à la seule différence que le recours au juge reste nécessaire. Cinquième exemple, la reconnaissance par la jurisprudence, il y a longtemps déjà, d'une distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. Les secondes supposant que le débiteur s'oblige à un résultat déterminé, avec pour conséquence que le seul fait que le résultat n'a pas été atteint le placera dans une situation de responsabilité pour faute, sauf s'il démontre le contraire. Ici, on se trouve en présence d'un processus de simplification assorti d'un renversement de la charge de la preuve, situation semblable à celle que le technodroit pourrait sanctionner par une pénalité automatique actée dans le système, sauf que le technodroit y ajoute une dispense de recours préalable à justice. Et enfin, pour quitter le droit des contrats et pénétrer dans le droit de la responsabilité civile sur laquelle je reviendrai un peu plus longuement dans un instant, deux autres exemples, précurseurs de la logique ou de l'esprit du technodroit, que je caractérise comme une logique d'automatisation, vous l'aurez compris, de simplification et d'accélération du processus d'exécution des obligations ou du processus conduisant à la sanction en cas d'inexécution. Premier exemple, la théorie du lien de causalité, qui subordonne l'obligation de réparer un dommage subi par autrui à la démonstration de ce que le dommage a été causé par une faute de celui qui aura à en répondre, est conçue dans notre système selon un modèle qui vise à en rendre l'application quasi mécanique. Il faut, mais il suffit de constater que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, ce qui permet de mettre à la charge de la personne responsable l'obligation de réparer tout dommage causé même indirectement par sa faute et dispense d'avoir à apprécier l'adéquation de la causalité eu égard à la nature de la faute et du dommage. Ici aussi, c'est à une application automatique de la sanction que l'on vise, même si, à nouveau, le recours préalable à justice reste nécessaire. Les présomptions de faute, deuxième exemple, que le droit positif consacre parfois de manière irréfragable, sans possibilité de renversement, ce qui transforme la responsabilité en une responsabilité véritablement objective, procède encore de la même logique d'automatisation, de mécanisation et de simplification. Je conclus sur le technodroit en disant qu'en définitive, on se trouve davantage en présence d'une amplification d'un mouvement qui tend au bénéfice du créancier à une plus grande efficacité de la norme juridique, en droit des obligations et en droit des contrats en particulier, qu'en présence d'une véritable révolution du système. En définitive, l'élément le plus frappant du technodroit tient à une sorte de généralisation du privilège du préalable, autrefois réservé aux créanciers de droit public, au nom de considérations relevant de l'intérêt général. L'idée qu'il faut payer d'abord et réclamer ensuite est ainsi en passe de se répandre en droit privé, c'est-à-dire dans le droit des échanges, là où se réalise l'économie de marché, au nom d'un principe qui fait prévaloir la sécurité juridique sur l'équité. Mais je m'empresse aussi de dire qu'il faut se garder d'en tirer des conséquences trop catégoriques, car simultanément, le droit positif contemporain a multiplié les dispositifs tendant à atténuer la rigueur du contrat au nom de la bonne foi ou de l'équilibre entre les parties. Le technodroit va incontestablement à l'encontre de cette autre tendance, plus rétive à une application algorithmique du droit, l'appréciation de la bonne foi d'un comportement contractuel
mobilisant d'autres ressources intellectuelles que celles du calcul. Enfin, et ce sera ma dernière remarque sur le technodroit comme expression d'une logique d'efficacité, il est difficile de ne pas le mettre en rapport, en dehors du droit des obligations et des contrats, avec d'autres techniques qui posent des questions d'ordre moral peut-être plus aiguës. Dans sa conférence sur le droit dans les choses, que j'ai souvent citée, Grigory Lefkovitch envisage ainsi les dispositifs jouant, selon son expression, le rôle de mouchard. À rapprocher, me semble-t-il, de la technique, par exemple, du mystery shopping, qui a fait son entrée dans le droit financier, ou du whistleblowing, c'est-à-dire de mécanismes de lancement d'alerte, qui postulent un arbitrage moral entre la promotion de l'intégrité et l'utilisation de la délation. À nouveau, un problème qui n'est pas propre au technodroit, mais à propos duquel il pourrait contribuer à relancer la réflexion, dans la mesure où il serait susceptible de conférer à ces pratiques une ampleur nouvelle. J'en viens ainsi à la dernière partie de mon exposé, que je vais consacrer à quelques observations plus générales, comme je l'ai annoncé, sur le statut de la responsabilité dans les sociétés complexes et dans les systèmes complexes. Et je repartirai ici du propos d'Alain Herali, qui nous a entretenu il y a quelques semaines de ce qu'il a appelé les paradoxes de la responsabilité. L'un de ces paradoxes étant celui de la société assurantielle, c'est-à-dire d'un système où tout à la fois, d'une part, tout aspect négatif de la vie en société, toute réalisation d'un risque doit donner lieu à la désignation d'un responsable et au paiement d'une indemnité. En d'autres termes, faire son deuil d'une situation antérieure préférée à la situation présente est ainsi monnayé. D'un système qui présente donc cette première caractéristique, mais aussi d'un système où la multiplication des cas de responsabilité conduit à une automatisation ou à une mécanisation de la responsabilité qui, en quelque sorte, la dévitalise ou la dévalorise en lui faisant perdre sa dimension éthique ou morale liée à la notion de culpabilité individuelle. Trop de responsabilité tue la responsabilité, en somme, comme trop d'impôt tue l'impôt et comme la mauvaise monnaie chasse la bonne. La première observation que je souhaiterais formuler à ce propos est que si du point de vue du sociologue, de l'anthropologue ou du moraliste, le constat fait par Alain Herali paraît imparable, le même constat ne peut pas être formulé dans les mêmes termes d'un point de vue juridique, parce que, contrairement aux apparences, la responsabilité au sens juridique du terme n'est pas liée à la notion de culpabilité individuelle. Au contraire, si une société assurantielle, c'est-à-dire une société de garantie et de responsabilité objective, a pu se développer sans rupture du système juridique dans lequel elle a pris place, c'est aussi parce que ce développement, loin de constituer une dérive par rapport au concept juridique de la responsabilité, en constitue au contraire un prolongement possible, conséquent et presque naturel. Une conception subjective de la responsabilité civile correspond sans doute au programme sur lequel notre système a été autrefois construit. Le fait de l'homme, auquel l'article 1382 du Code civil se réfère, n'est en effet susceptible d'entraîner une obligation à réparation que s'il est en même temps une faute. La faute pouvant en consister soit dans la violation d'une norme légale déterminée, je brûle le feu rouge, soit de manière plus évanescente, dans une inattention coupable aux intérêts légitimes d'autrui, moralement et donc juridiquement répréhensible. Mais cette interconnexion entre une conception morale de la responsabilité et la responsabilité de type juridique n'est d'un point de vue juridique qu'une coïncidence, dans une certaine mesure un leurre, et peut-être n'est-il pas mauvais que le leurre soit démasqué, de sorte que les choses puissent être remises à leur juste place. La responsabilité répond en effet, pour le juriste, à une définition beaucoup plus abstraite en définitive que celle du sociologue, du moraliste ou de l'anthropologue. Pour le juriste, est responsable celui à qui incombe l'exécution d'une obligation conformément au droit en vigueur, c'est-à-dire selon les conditions juridiques et non point morales que le droit positif énonce à travers les sources qui lui sont propres, la loi,
la coutume et la jurisprudence. Définition qui implique d'emblée, ontologiquement en quelque sorte, pour répondre aux philosophes dans la langue qui est la sienne, une relativisation considérable de la conception subjective de la responsabilité civile telle qu'elle paraît s'exprimer dans notre Code civil. De manière plus empirique, le caractère accidentel de la relation entre la responsabilité et la notion de faute est aussi attesté d'ailleurs, bien au-delà de la définition théorique que je viens de rappeler, par la diversité des systèmes que l'on rencontre à propos des conditions selon lesquelles une responsabilité peut être encourue. Henri Depage, dont je précise pour ceux qui n'ont pas fait des études de droit, reconnu comme l'un des plus éminents juristes du XXe siècle, auteur d'un traité élémentaire de droit civil de 5000 pages, s'exprimait à cet égard de la manière suivante, je le cite, « Lier la responsabilité à l'idée de culpabilité, c'est en donner une solution. Ce n'est pas étudier le problème ab initio et dans son ensemble. Envisager aussi objectivement que possible, à l'état brut pourrait-on dire, le problème de la responsabilité civile n'est qu'un problème de répartition des pertes. » L'œuvre civilisatrice que l'article 1382 du Code civil, grande loi de la sociabilité humaine, selon les juristes français du XIXe siècle, était censée réaliser, est ainsi recentrée sur une fonction pareillement économique. Le problème de la responsabilité reste un problème de justice, mais qui, envisagé d'un point de vue juridique et non plus moral, dépasse celui de la sanction des fautes. Ainsi a-t-on pu, in fine, légitimer, sans discontinuité par rapport au régime de responsabilité subjective que l'article 1382 consacre, la multiplication des cas de responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, avec le développement de la société industrielle. Je dis in fine parce qu'au départ, ces régimes ont plutôt été construits sur la base de présomption de faute, c'est-à-dire d'une astuce juridique destinée à sauver la face. Mais on peut même aller beaucoup plus loin. C'est en tout cas ma thèse, et je gage que beaucoup ne me suivront pas. On peut aller beaucoup plus loin et considérer qu'à y regarder de plus près, la fameuse responsabilité subjective pour faute n'en est elle-même pas véritablement une, qu'elle est plutôt une responsabilité objective déguisée en responsabilité subjective pour sauver les apparences dans un système philosophique et politique qui place la liberté individuelle au rang de ses valeurs cardinales. La prétendue faute subjective, qui consistera dans un manquement jugé coupable au devoir général d'attention normale aux intérêts légitimes d'autrui, la fameuse faute par imprudence, par négligence ou par imprévoyance, emblématique de notre système, ne sera en effet considérée comme telle, comme une faute, qu'au regard d'un standard de comportement dont le grand autre, pour reprendre une expression employée par Alain Hérali, c'est-à-dire le juge, donc un tiers, dira ce qu'il est, ce qu'est ce standard et en quoi ce standard n'a pas été respecté. C'est donc en définitive au terme d'une appréciation objective qui consiste tout simplement à comparer un comportement donné à un comportement standard qu'il sera conclu ou non à l'existence d'une responsabilité. Ce n'est pas en fonction du débat intérieur auquel la personne dont la responsabilité est en cause se sera le cas échéant livrée quant à la balance de son propre intérêt et de l'intérêt d'autrui. On ne comprend rien, disait Bernanos, à la civilisation moderne si l'on n'a pas à l'esprit qu'elle est une conspiration permanente contre toute vie intérieure. C'est vrai aussi du droit moderne de la responsabilité civile, dont le caractère subjectif n'est en somme qu'un faux né. Ceci milite sans doute, comme l'a signalé Alain Hérali, en faveur d'une réanimation du sens de la responsabilité individuelle, mais, ajouterai-je, par l'éducation et par la culture plutôt que par le droit. D'abord parce que, d'un point de vue conceptuel, et comme je viens de le montrer, je pense, la notion de responsabilité subjective est presque une aporie envisagée d'un point de vue juridique. Ensuite, et plus concrètement, parce que la mondialisation et la délocalisation des secteurs d'activité dans lesquels le sens de la responsabilité individuelle devrait être réanimé implique une certaine impuissance du droit, c'est-à-dire des droits étatiques, dont le droit de la responsabilité procède inévitablement. Ma deuxième observation est d'un tout autre ordre. Elle concerne plus directement peut-être le propos de ce soir.
l'idée d'une société sans auteur, d'une société complexe ou de système complexe sur laquelle Jean-Pierre Ansen nous a invités à disserter, renvoie en effet à une notion centrale de la responsabilité en général et de la responsabilité juridique en particulier, celle de l'imputabilité, sur laquelle Alain Hérali s'est aussi exprimé. Et de ce point de vue aussi, le constat qui est le mien est que technique juridique, éthique et morale ne concordent pas. L'imputation en droit n'est rien d'autre en effet qu'un processus d'attribution d'un fait, d'un acte ou d'une omission à qui en sera tenu pour l'auteur, pour les besoins d'une responsabilité. C'est donc aussi, selon le droit positif, une opération de type purement objectif ou matériel, qui ne suppose nullement un examen de conscience, contrairement au processus d'imputation qu'Alain Hérali nous a décrit du point de vue de la morale et de l'éthique. Mais parfois, et le cas est typique des organisations complexes, c'est l'imputation, même ramenée à sa dimension purement objective et matérielle, à une personne déterminée d'un fait considéré qui s'avérera impossible, compte tenu précisément de la complexité de la situation. Ce pourrait être, à vrai dire, le problème principal de la responsabilité civile dans les systèmes complexes. Et pourtant, ce n'est un problème qu'au regard d'une conception morale ou subjective de la responsabilité. Du point de vue juridique, en effet, l'imputation n'est qu'un problème technique qui appelle une solution technique. Le droit pénal en fournit paradoxalement une remarquable illustration, puisqu'au contraire de la responsabilité civile, dont j'ai parlé jusqu'à présent, la responsabilité pénale est quant à elle essentiellement subjective. Pourtant, la technique juridique, en l'occurrence l'intervention du législateur, une technique institutionnelle, a permis d'adapter le régime de la responsabilité pénale dans les organisations complexes. Article 5 du Code pénal, je cite. Toute personne morale, figure juridique d'une organisation complexe, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Vous aurez observé la formulation passive de cette sentence. L'imputation de l'infraction à une personne déterminée n'est donc pas nécessaire. Le même principe s'applique sous le couvert de la notion de faute de service dans le domaine de la responsabilité civile des pouvoirs publics, et une fraction de la doctrine plaide en faveur d'une extension de la même idée à propos des personnes morales de droit privé, sans qu'il soit ici nécessaire de faire intervenir le législateur pour déroger à la règle. Parce qu'elle est exempte de toute idée morale de culpabilité, la responsabilité civile d'une organisation qui dysfonctionne peut être directement engagée et son patrimoine sollicité pour dédommager les victimes de ce dysfonctionnement, sans qu'il soit nécessaire d'imputer ce dysfonctionnement à une ou à plusieurs personnes déterminées. Le statut de la responsabilité civile, dans ses composantes essentielles, est en d'autres termes parfaitement adaptable aux systèmes et aux situations complexes, sans que l'on doive changer de paradigme. Voilà, mesdames, messieurs, ce que pouvait être le point de vue modeste d'un juriste en rapport avec l'avènement d'une société complexe parce que sans auteur. Je ne prétends certainement pas avoir été exhaustif. Bien d'autres questions sans doute sont susceptibles de se poser. Je pense en particulier au déterminisme des comportements que les progrès de la science cognitive sont occupés à mettre au jour et qui sont eux aussi de nature à remettre en cause les fondements subjectifs de la responsabilité. Mais je ne pouvais pas parler de tout et j'ai donc dû procéder à une sélection. La leçon essentielle qui me paraît se dégager de ce modeste survol est qu'il faut se garder et des craintes et des enthousiasmes excessifs. Si les progrès de la science et les applications qui en sont faites par les ingénieurs peuvent parfois donner le vertige, c'est plus peut-être en raison des fantasmes qu'ils alimentent dans l'inconscient collectif qu'en raison des réalités qu'ils génèrent. L'intelligence artificielle et les phobies dont elle est l'objet m'en paraissent une bonne illustration. Tout dépend en définitive de la bonne définition que l'on donne de l'intelligence. À la question de Roger Stéphane, qui lui demandait ce qu'était pour lui l'intelligence, Malraux répondit un jour avec sa fulgurance habituelle, je cite, « La destruction de la comédie, plus le jugement, plus le sens de l'hypothèse.
il n'est pas sûr que l'intelligence artificielle puisse jamais parvenir à ce niveau de subtilité. Je vous remercie.